Voilà, bonjour à tous et à toutes. Désolée pour les quelques minutes de retard. Donc, bienvenue sur notre webinaire Vegan, végétarien et flexitarien doivent-ils vraiment se complémenter? Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Pascal Charpentier, fondateur de Argalis et aussi ingénieur agronome spécialisé en micronutrition. Alors, bonjour Pascal, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Un petit peu de post-Covid, mais ça va très bien, pas de problème. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, il est possible d'interagir via le chat. Vous pouvez également poser vos questions dans la rubrique dédiée aux questions. Et voilà, Pascal, je vous laisse la parole. Donc, pour la partie question, néanmoins, on y répondra juste après la présentation, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de digression. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de participer à ce webinaire. J'espère que vous y trouverez quelques informations positives et intéressantes pour vos propres réflexions et votre propre pratique. Donc, le thème général tourne autour de l'alimentation végétale. Donc, on va regarder de façon assez synthétique et pragmatique ce qu'on peut recommander, quels sont les points de vigilance, quels sont les points très positifs de l'alimentation végétale en général. Donc voilà, personnellement, je suis Pascal Charpentier, je suis le fondateur, directeur d'une petite société qui s'appelle Argalis, qui est basée à côté de Lyon en France et qui, depuis une bonne vingtaine d'années, fait principalement de la conception de compléments alimentaires pour des tiers, pour des clients internationaux, un petit peu partout dans le monde. Et une société qui a décidé, il y a 3 ans et demi maintenant, de créer sa propre gamme de micronutrition pour essayer d'avoir une mise en synthèse de tout ce qu'on avait appris sur les 20 dernières années. On aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Je vous présente rapidement le sommaire ou la façon dont va se dérouler la présentation. Il y a une première partie générale où on va revoir un petit peu les lexiques, les termes, regarder quelques propriétés très importantes des végétaux en matière de nutrition, rappeler les principes de la digestion générale des aliments qui sont intéressants dans notre cas. Le deuxième sujet sera consacré à la partie macronutrition végétale. Donc, on passera en revue protéines, lipides, glucides, fibres, avec les points positifs, les points de vigilance. On fera la même chose sur la micronutrition, donc sur la partie vitamines, minéraux, avec trois flashs sur la B12, le calcium et le fer. Et puis enfin, on synthétisera tout ça pour regarder comment bien gérer une transition vers une alimentation plus végétale, qu'elle soit intégralement végétale. Donc, en préambule, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif évidemment de cette présentation est de rationaliser, donc de dépassionnaliser le débat. L'alimentation végétale est l'otage d'un fort débat idéologique qui dépasse largement le cadre de la nutrition, vous l'avez tous constaté. Donc ça génère pas mal de tensions, pas mal de demi-vérités tendancieuses qu'on retrouve chez les tenants de l'une ou l'autre thèse, pour ou contre. Donc, l'objectif ici, c'est bien d'abord de vous donner de revoir les raisons positives pour lesquelles l'augmentation de la part végétale est intéressante, avec des aliments peu transformés, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai beaucoup. Donc, pour cela, vous donner des informations claires sur les avantages et les points de vigilance lorsqu'on augmente significativement la part végétale dans la fourniture énergétique et protéique, c'est-à-dire au moins à plus de 50%, pas plus. Et puis également de vous donner des repères simples mais pertinents pour que vous fassiez vos propres opinions
donc savoir sur le web où aller chercher de l'information nuancée et neutre. L'objectif final étant de vous permettre d'accompagner cette évolution en toute sécurité, sans stress et sans en rajouter. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, parce qu'on y pense rarement, sont les deux fonctions, j'ai dit, donc c'est écrit miracle, mais les deux fonctions invraisemblables que produisent les végétaux au quotidien. La plante, c'est une machine qui fonctionne à l'eau, à l'air, à la lumière et à l'azote, et qui fait deux transformations primaires fondamentales pour toute l'alimentation. Le premier, c'est la photosynthèse, qui n'est rien moins que la transformation de l'énergie solaire en glucides. Donc, toute la base de toute l'énergie disponible pour les organismes macrocellulaires tient à cette photosynthèse. Faut se rappeler que les dinosaures qui étaient très très bien installés sur cette planète il y a quelques années ont disparu en moins de 6 mois à la suite d'une chute d'une météorite qui a complètement obscurci le ciel et donc complètement obscurci, arrêté la photosynthèse, et 6 mois après, tout le monde était mort. Donc cette réaction qui se passe au niveau des feuilles des végétaux est fondamentale. L'autre réaction fondamentale, c'est la transformation par les plantes d'un minéral qui est l'azote dans sa forme nitrique, en l'occurrence, qui se trouve dans le sol, en protéines. Protéines, donc, avec une formule qui est globalement CHON, donc N étant le symbole de l'azote. Donc, on a également un autre miracle qui est on passe du monde minéral au monde organique, en protéines, et surtout, on a un système qui est à la base de la primo-production des protéines. Donc, il faut bien voir que toutes les protéines sont issues soit de la consommation de végétaux transformés par des herbivores, soit issues de la consommation des herbivores par les carnivores. Donc, on a bien globalement le végétal qui est tout en amont de toutes les chaînes alimentaires. Donc, évidemment, selon leur génétique, les plantes peuvent produire plus ou moins de glucides, de protéines, de fibres, de vitamines et d'autres composés moléculaires dont la pharmacie, auxquels la pharmacie s'intéresse énormément, avec des grandes variabilités en fonction de leur génétique et du climat et du sol dans lequel les végétaux évoluent. Ce qu'il faut également retenir, c'est à propos des minéraux, c'est que les plantes ne produisent pas de minéraux. Les plantes peuvent uniquement concentrer les minéraux qu'elles peuvent absorber par leurs racines. Donc, si un minéral n'est pas présent dans le sol, il n'est pas présent dans la plante. On en reparlera un peu plus tard, notamment à travers l'exemple du calcium. Mais lorsqu'on dit telle plante contient tant de milligrammes de tel minéral, non. On est dans une estimation moyenne peut-être, mais on n'a jamais de certitude à ce niveau-là. La preuve, si vous voulez, c'est que on a observé que les plantes les légumes notamment, qui sont issus de zones de culture très, très intensives, ont une baisse progressive de leur teneur en minéraux. C'est lié pour une part à la productivité, mais c'est lié pour une autre part à la baisse de teneur de ces minéraux dans les sols de culture. La même observation vaut pour tous les végétaux cultivés, y compris les spirulines, on pourra en parler le cas échéant. Fin de ce petit chapitre. Donc, très rapidement, l'introduction aux différents régimes. Donc, on distingue les végétariens, des végétaliens, des véganes et des flexitariens. Donc, les végétariens, traditionnellement, sont les gens qui ne mangent pas de tissus animaux, donc pas de viande, pas de poisson. Les végétariens ajoutent à cela l'absence de consommation de produits
issus d'animaux, donc pas de lait, pas d'œufs, pas de miel. Les véganes font la même chose sur le plan alimentaire, mais avec également une absence de toute contribution animale à tous les produits qu'ils peuvent consommer, ce qui revient, enfin, ce qui concerne principalement, on va dire, les cosmétiques et les cuirs. Et les flexitariens sont des gens qui consomment des protéines animales de façon nettement plus modérée que la moyenne, c'est-à-dire qu'il faut au moins de 50% de protéines animales dans la diète globale pour pouvoir se dire flexitarien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces comportements végétalisants sont en augmentation. Aujourd'hui, bon an, mal an, dans les pays développés, on peut considérer qu'il y a 5% de véganes végétariens, chiffre en augmentation constante et chiffre en augmentation significative chez les jeunes générations, enfin les moins de 30 ans ou les moins de 35 ans. Sur le plan global, aujourd'hui, on a un quart des Français et donc des Européens qui se déclarent flexitariens. On a une majorité une part significative des gens qui souhaitent augmenter leur consommation de produits végétaux et dans le même temps, une forte proportion aussi qui est prêt à réduire leur consommation de protéines animales, qu'ils réduisent d'ailleurs un petit peu parce que quand on regarde les statistiques globales de consommation de protéines animales dans les pays développés, on est plutôt en léger repli depuis une dizaine d'années. Alors, les tendances et les motivations pour justifier ça, la première motivation, c'était évidemment la corrélation qui est maintenant connue, admise par tout le monde, qu'il y a un lien assez direct entre l'alimentation et la santé. Et qu'on a eu sur les 30 dernières années une alimentation qui a été riche en excès, on va dire ça comme ça, donc en excès de protéines, de lipides saturés, de calories, avec par ailleurs des déficits de fibres. Et on a eu le temps sur ces 30 dernières années d'observer les pathologies qui étaient liées à ces excès, et d'où la vertu d'une modération, d'une limitation de ces excès et de modifier la tendance en diminuant les protéines, en augmentant les fibres, donc globalement en allant vers des aliments, en augmentant la part végétale dans l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Il y a une partie philosophique qui concerne évidemment nos relations avec les animaux. Donc, il est vrai que tous les gradients de sensibilité vis-à-vis des animaux existent depuis très longtemps. Donc, je rappelle que Pythagore était végétarien, et on trouve dans la philosophie grecque nombre de discussions à ce sujet. On rappelle que les religions sont aussi ont également très impacté la vision, la relation homme-animaux. Bon, ici dans le monde judéo-chrétien méditerranéen, il y a un impact très fort des trois religions révélées qui placent clairement l'homme au-dessus des animaux, au sommet de la création. Mais il y a notamment en Inde des religions qui ont une approche tout à fait différente avec les concepts de réincarnation où l'homme demain peut redevenir animal, et qui évidemment change complètement l'attitude à avoir vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une unanimité pour dire que les conditions d'élevage et d'abattage doivent être décentes. Il y a malheureusement un peu d'hypocrisie et de difficulté à mettre tout ça en œuvre. Si un jour vous voulez faire l'expérience, vous allez d'abord visiter le concessionnaire automobile qui est le plus proche de chez vous, et ensuite l'abattoir qui est le plus proche de chez vous. Et vous verrez qu'on traite quand même nos automobiles bien mieux que nos animaux, ce qui pose question quand même. Voilà. Et puis sur le plan écologique, alors je note quand même qu'il est indispensable de nuancer les informations reprises en boucle à propos de l'élevage.
hein, notamment sur les consommations d'eau, les émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y a beaucoup d'idéologie dans les chiffres qu'on trouve sur Internet, on pourra en reparler un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que sur la partie élevage industriel, il faut vraiment se poser la question du sens que ça peut avoir de mettre des animaux dans des conditions très, très contraignantes. Et est-ce que tout ça est bien raisonnable? Voilà, donc ça, c'était le contexte général. Ça fait partie des débats de société que vous connaissez tous actuellement, pas de problème. Avant de commencer réellement, je voulais faire un dernier point sur une autre partie importante de l'alimentation qui est souvent oubliée, qui est les 3 étapes basiques de la digestion. C'est d'autant plus important pour des aliments, pour les aliments végétaux que la structure même du végétal fait que l'ensemble des cellules végétales sont prisonnières dans un réseau de cellulose, qui sont des fibres insolubles, qui sont ce qui constitue les fibres et le corps des végétaux, mais qui fait une barrière supplémentaire lors de la digestion ou lors de l'ingestion. Donc, il faut bien garder à l'esprit que la première étape de la digestion, c'est la mastication, une habitude qui se perd avec la junk food et donc AUT, aliments ultra transformés, on en reparlera un peu. Donc la partie broyage mécanique des aliments est une phase fondamentale puisque ça permet de réduire la taille des particules. Si le broyage mécanique est mal fait au niveau de la bouche, il faudra qu'il soit fait un peu plus tard dans l'estomac et l'intestin. Ça consomme énormément d'énergie pour pas grand-chose et ça réduit de toute façon la biodisponibilité des micronutriments qui sont à l'intérieur de ces grosses particules. La deuxième étape classique de l'estomac, c'est le passage dans l'estomac avec fermeture de l'estomac à partir du moment où le bol alimentaire est significatif. Ce travail de l'estomac, c'est essentiellement une exposition à l'acide gastrique qui a, dans notre cas, qui a le gros avantage d'attaquer les membranes cellulosiques, également de fractionner le carbonate de calcium, donc très important puisque le calcium sous forme de carbonate est très bien assimilé à partir du moment où il est exposé à de l'acidité, sinon il n'est pas fractionné, il est relativement indigeste. Ensuite, tout ça rentre dans l'intestin. Je rappelle que l'homme a un intestin d'herbivore, donc ce qui tend à confirmer qu'on est bien fait pour consommer des végétaux. Un intestin d'herbivore, ça veut dire un intestin grêle relativement long, à la différence des carnivores qui ont un intestin grêle relativement court. C'est pour ça que, j'allais dire traditionnellement, les carnivores ont un ventre plat, voire creux, alors que les herbivores ont un ventre plutôt joliment arrondi. Donc, ce qui est intéressant avec les végétaux, c'est que dans tous les cas de figure, on a une absorption incomplète des nutriments dans l'intestin grêle, ce qui est positif. C'est positif parce que ça permet aux bactéries de la flore intestinale qui sont majoritairement dans le gros intestin de recevoir suffisamment de nutriments et de fibres pour leur propre développement. On en reparlera aussi parce que c'est une différence fondamentale entre les aliments peu transformés et les aliments ultra transformés. Et d'où l'impact positif des premiers et négatif des deuxièmes sur la flore intestinale. Voilà, j'en ai fini avec les préambules. Donc, on va regarder maintenant la partie macronutrition. Protéines, lipides, glucides, fibres. On va aller relativement vite parce que sinon le sujet peut prendre des mois. Donc, le parti qui a été pris, c'est uniquement de s'intéresser aux points
important à surveiller et à comprendre. Protéines. Les protéines sont un sujet central puisque ça fait partie des principaux arguments, on va dire, contre les diètes végétales à base de la qualité des protéines est inférieure à celle des protéines animales, etc., etc. On va essayer de regarder ça objectivement. Donc, on est sur les besoins moyens sont de l'ordre de presque 1 gramme pour les adultes, un peu moins, donc ça veut dire on est à 60 grammes de protéines par jour pour une personne de 80 kilos à peu près. On augmente un petit peu le ratio pour les seniors parce qu'ils sont moins efficaces, et pour les jeunes en croissance, évidemment, le dosage par kilo de poids n'a pas de sens puisque le poids des jeunes évolue très, très rapidement. Donc, je vous renvoie aux tables pédiatriques en la matière. Mais globalement, on est sur un besoin de protéines de, on va dire, 60, 70, 80 grammes par jour pour que tout se passe bien. Mais il faut prendre en compte l'aspect qualitatif des protéines. Les protéines, vous savez que tous qu'elles sont constituées d'acides aminés, dont il y en a un peu plus de 20, dont 9 sont dits essentiels, enfin 8,5 pour être très précis. Donc, acides aminés essentiels, ça veut dire que ce sont des acides aminés qui doivent être apportés par l'alimentation, puisque l'organisme ne sait pas les synthétiser. Donc, il y en a 8 qui sont complètement dans ce cas-là, et il y en a un 9e qui s'appelle l'histidine, qui est à moitié dans ce cas-là, parce que l'organisme sait en synthétiser, mais pas en quantité suffisante. Donc, par facilité, on dit qu'il y en a 9. Les protéines sont toujours un assemblage d'acides aminés, avec la règle simple s'il y a un acide aminé qui est nécessaire à la constitution d'une molécule de protéine X est déficient, on ne produira pas la protéine. C'est ce qu'on appelle la règle du paquet ou la notion de facteur limitant. Donc, il faut que l'alimentation apporte une proportion adéquate de ces 9 acides aminés essentiels. Donc, effectivement, le profil d'acide aminé des protéines animales est plus proche de nos besoins que ceux des protéines végétales, ce qui est assez logique, puisqu'on passe d'un tissu animal pour produire un autre tissu animal, c'est assez cohérent. On signale quand même que le quinoa est a priori la seule plante, enfin la plante ou la graine qui a un profil aussi complet que les protéines animales. Et alors que les autres sont un petit peu déséquilibrés. C'est-à-dire que les céréales sont riches en acides aminés soufrés et les protéagineux sont plutôt riches en lysine. Mais globalement, c'est assez facile d'équilibrer, il n'y a pas de problème particulier. Le point le plus important, s'il y a un point de vigilance à avoir sur la partie protéique, c'est évidemment le cas des très jeunes enfants, où on a un faible volume stomacal et avec des besoins importants, des densités en protéines des végétaux qui sont un peu plus faibles. Donc, c'est là où il y a besoin vraiment d'un suivi pédiatrique très, très important et d'adopter une stratégie qui soit pragmatique et sécurisée pour l'enfant. À titre personnel, je pense qu'on peut se permettre un peu de protéines animales sur cette premier âge sensible. Le dernier point à garder en mémoire, c'est le rôle central de la vitamine C dans la synthèse des protéines. Sans vitamine C, pas de synthèse des protéines. La carence en vitamine C génère un moindre renouvellement des tissus et c'est un peu comme ça qu'on s'est aperçu de son efficacité. Et ça, c'est un argument positif en faveur des diètes végétales, puisqu'en général,
dans toute diète végétale, on a une consommation de vitamine C, enfin, des apports de vitamine C liés aux consommations de fruits et légumes frais qui est très bonne. Donc, ça vient également dans le côté positif de la balance protéique pour assurer une couverture correcte des besoins avec les diètes végétales. Donc, pour ne pas ni se compliquer la vie, ni se mettre en danger, il y a pour moi 3 règles simples à observer en matière de protéines. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, dans les végétaux, les protéines se trouvent essentiellement dans les graines, donc que ce soit céréales ou légumineuses. On en trouve très peu dans les feuilles, dans les fruits, dans les tiges. Donc, on dit toujours qu'il faut combiner les céréales qui sont riches en acides aminés soufrés, donc cystine, méthionine, mais pauvres en lysine, avec des légumineuses qui, elles, ont un profil inverse pour équilibrer les apports d'acides aminés essentiels. C'est vrai, mais c'est pas non plus un diktat repas par repas, parce que même les céréales ont des teneurs en lysine non nulles. Les légumineuses ont des teneurs en acides aminés également non nulles. Donc, on a toujours quand même le mix global d'acides aminés qui est présent dans chacune des deux sources protéiques. Effectivement, il y a un petit déséquilibre, mais on verra plus tard que comme on consomme toujours un peu plus de protéines que nécessaire, globalement, il y a très peu de risques que ça se passe mal. L'idéal, c'est de les panacher comme vous le pouvez en fonction des recettes pour que les repas restent sympathiques. Ce qui est important, en revanche, c'est de bien fractionner les apports. Enfin, 3 apports protéiques sont bien adaptés puisque la finalité de tout ça, c'est d'assurer la multiplication ou le renouvellement cellulaire, qui n'est pas rien. Hein. On parle de 30 à 50 milliards de cellules par jour. Donc, il y a une partie des éléments qui sont recyclés, mais il y a bien un besoin de protéines qui est permanent. Donc, il est important qu'il y ait cette soupe initiale ou basique d'acides aminés qui soit disponible en permanence dans le milieu cellulaire. Donc, 3 apports par jour pour les adultes, ça va très bien. Bon, on augmente la fréquence pour les jeunes et les seniors, les jeunes évidemment pour assurer leurs besoins supplémentaires et les seniors pour contrebalancer la moindre efficacité de l'absorption. Le troisième axe de sécurisation de la diète en protéines, c'est d'avoir un contrôle régulier de la masse maigre, enfin du poids corporel, masse maigre. Aujourd'hui, tout le monde a des balances à impédance, donc même si l'impédance est une méthode un petit peu approximative d'un individu à l'autre, pour un même individu sur la même balance, ça donne une idée assez propre de la cinétique qui se met en place et qui permet de suivre l'évolution de la masse maigre. Je parle de masse maigre plutôt que de poids global, puisque en général, le passage à une diète plus végétale fait fondre des graisses saturées, donc on a en général une diminution du poids global, mais ce qui nous intéresse, c'est de vérifier qu'on n'ait pas de fonte musculaire pendant cette phase de transition. Donc normalement, avec ces 3 règles, on est bien, il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein, je vous ai dit. Vigilance sur les très jeunes enfants, et puis pour le reste de la population, avec ce type de précaution, on n'a pas de problème. Donc, on passe aux lipides. Donc, lipides, le fait principal, c'est que l'alimentation végane est pauvre en graisses saturées. Donc, c'est un grand pas dans la bonne direction santé, c'est même un très, très grand pas. On trouve
des lipides végétaux riches en graisse, en acides gras saturés, dans les huiles de coco, des choses comme ça. Enfin, de toute façon, c'est simple, hein, c'est tout ce qui fige à température ambiante, donc il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, en ce qui concerne les grains, enfin les huiles, donc qui sont les acides gras non saturés, on va faire juste un petit point sur les plus importants, qui sont les oméga 3 et la cascade EPA, DHA. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'EPA et le DHA sont des micronutriments essentiels. Toutes les agences de sécurité alimentaire européennes, nord-américaines sont à peu près d'accord pour dire que les besoins quotidiens en DHA et en EPA sont de l'ordre de 250 mg par jour. Donc, avec une incidence directe sur la maintenance des tissus nerveux, sur le rythme cardiaque, sur les inflammations. Pour nos amis belges et les autres d'ailleurs, je vous signale que il y a une équipe de l'université de Louvain qui est dirigée par Monsieur Ferron, qui est très très en pointe sur l'intérêt de l'EPA et du DHA contre les cancers. Donc je vous invite à aller voir un peu les conclusions de ces travaux, c'est très intéressant. Et donc si on revient à la partie alimentaire des oméga 3 et de l'EPA et du DHA, la chose à considérer et à comprendre, c'est que les huiles alimentaires qui sont riches en oméga 3, par exemple l'huile de colza ou l'huile de noix, ne contiennent qu'un oméga 3 qui est dénommé ALA, qui est l'acide alpha-linolénique, qui n'a pas de vertu physiologique particulière, si ce n'est d'être le précurseur de l'EPA et du DHA. Le problème, la situation, c'est que l'organisme convertit à peu près 10% de l'ALA en EPA. Mais malheureusement, uniquement 1% de l'ALA en DHA. Je suis désolé pour les termes, ça fait beaucoup de A et de H, mais c'est ainsi. Ce qui veut dire en termes concrets que lorsqu'on a un apport d'huile de colza qui est à peu près dosé à 15% d'ALA, pardon, de l'ordre de 20 ml par jour, c'est-à-dire à peu près 2 cuillères à soupe, on aura à peu près 2 grammes et demi d'ALA, ce qui va nous permettre à 10% de conversion d'avoir une production d'EPA par l'organisme de l'ordre de 200-250 mg, donc on est bon. Mais évidemment, le problème, c'est que concernant le DHA, on sera, avec la même quantité d'huile de colza, on sera non plus à 200 ou 250 mg, mais à 20 ou 25 mg. Donc très très en dessous de ce qui est souhaitable. D'où on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, on met le DHA dans la liste des supplémentations très recommandées. Deux autres points à garder à l'esprit. La biodisponibilité des oméga 3 diminue avec l'oxydation et les huiles riches en oméga 3 sont extrêmement sensibles à l'oxydation. Alors, je vois un petit commentaire sur l'huile de lin qui est encore plus riche en oméga 3, qui est encore plus oxydable. Donc, les huiles d'oméga 3, il faut les acheter en petite quantité, les stocker à l'abri de la lumière dans des bouteilles opaques et puis les consommer le plus vite possible. Et le dernier point, bien sûr, c'est que toute la population omnivore est aussi déficitaire en DHA et que le DHA végétal qui est extrait à partir d'une algue qui s'appelle le Schizochytrium, qui est cultivé dans des cuves en inox et a le gros avantage par rapport évidemment aux poissons et y compris aux huiles issues des poissons.
le DHA végétal a l'avantage d'avoir un niveau très très faible de contamination en métaux lourds. Donc, ce qui est très intéressant, c'est important pour des produits qui sont destinés à être consommés pratiquement au quotidien. Les glucides ne sont pas un sujet de vigilance, donc on va à peine en parler. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la source d'énergie transmise par le monde végétal au monde animal, par la photosynthèse. Donc, les glucides, c'est une famille très complexe qui ont toute la formule CHO. Il y a des propriétés différentes, mais presque tous les glucides entrent dans les processus de production d'énergie de l'organisme. Cependant, attention, faux amis, les glucides sont très largement représentés dans les aliments ultra transformés, car leur isolation et le fractionnement est assez facile. Ça fait des années qu'on sait produire la fécule de pomme de terre, etc., etc. Donc, les glucides sont normalement la base des AOT, donc avec une absorption dans l'intestin grêle, aucun reliquat pour les bactéries de la flore intestinale, etc., etc. Et ça fait une bonne transition pour dire que la grosse contribution des végétaux et qui est reconnue, on va dire, assez récemment, c'est la présence de fibres. Dans la science nutritionnelle telle qu'on l'a considérée il y a 20 ans ou 30 ans, les fibres, c'était quelque chose d'inutile puisqu'il n'y avait ni protéines, ni glucides, ni lipides, donc une fourniture de calories de zéro, une fourniture de protéines de zéro, donc pas intéressant. On est revenu complètement sur cette vision des choses à mesure que la compréhension de l'intérêt du microbiote intestinal progresse. Et aujourd'hui, évidemment, le microbiote, j'ai dit un petit peu à toutes les sauces, mais on s'aperçoit que nous vivons en symbiose avec les quelques 10 000 milliards de bactéries que nous hébergeons, et que la bonne tenue de ce microbiote a des incidences santé un petit peu dans tous les domaines, y compris évidemment sur l'immunité ou sur des maladies dégénératives, etc., etc. Donc le mécanisme à comprendre, c'est qu'effectivement, ces fibres végétales ne sont pas digérées, mais que d'abord, elles structurent physiquement le contenu intestinal, et surtout, elles permettent, à travers la digestion incomplète dans l'estomac, dans l'intestin grêle, d'avoir au niveau du gros intestin suffisamment de nutriments pour le développement harmonieux de cette flore intestinale. Et la flore intestinale, et les fibres, évidemment, sont des fibres végétales issues de la consommation de végétaux, d'aliments végétaux peu transformés. Les quantités ici. Un petit aparté sur la cuisson, puisqu'il y a des débats très secondaires entre les vertus du cru et les vertus du cuit. Il faut intelligemment mélanger les deux. La cuisson a des vertus sur la digestibilité, notamment donc pour tous les aliments végétaux un petit peu durs, etc., mais entraîne des pertes vitaminiques et minérales, dépendant largement du mode de cuisson. On sait que la cuisson à la vapeur permet de maintenir beaucoup plus les minéraux à l'intérieur des végétaux qu'une cuisson dans l'eau où il y a des phénomènes d'osmose. Mais donc, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie ou de se poser des questions qui n'existent pas. Un équilibre raisonnable entre des aliments cuits et des aliments faciles à digérer crus, donc des feuilles, des salades, etc., va très bien à tout le monde. Fini pour la partie macronutrition. Donc, on va regarder maintenant la micronutrition. Donc, vitamines, minéraux, auxquels on rajoutera notre ami le DHA, puisque c'est un petit peu là qu'il a sa place. Donc, j'ai essayé de séparer, d'hiérarchiser les indispensables des très, très recommandés. Donc,
si on hiérarchise clairement, le seul vraiment, enfin le plus obligatoire de tous, c'est la B12. La vitamine B12 est absente enfin de façon significative absente de tous les végétaux. Présence surestimée chez les animaux d'élevage et supplémentation obligatoire chez les véganes et les végétariens. On va immédiatement aller voir l'affiche sur la B12. Ça sera fait. Donc, pourquoi la B12 est essentielle? Parce que les végétaux n'en ont pas. Dans tous les cas de figure, que ça soit dans la nature ou dans les laboratoires, la B12 est issue de fermentation bactérienne, un certain nombre de bactéries spécialisées, qui à l'origine sont des bactéries du sol. Donc la B12 rentre dans la filière alimentaire par les animaux qui mangent de l'herbe ou qui picorent le sol, qui par ce fait ingèrent de la B12. Donc les ruminants, grâce à leur justement à leur estomac complexe, riche en bactéries, concentrent très bien de la B12 puisqu'ils arrivent à la reproduire et à la multiplier de façon assez significative. En revanche, ce qui est certain également, c'est que y en a moins chez les poulets et les cochons, mais surtout qu'il y a très peu de B12 chez les animaux qui sont élevés hors sol. Dans les élevages industriels de volailles ou de porcs, on donne de la B12 dans les aliments, mais c'est une B12 qui est destinée à l'alimentation, enfin à la croissance de ces animaux. Il n'en reste pratiquement rien dans les tissus animaux des poulets industriels ou des porcs industriels. J'ai eu une étude américaine qui, à ma connaissance, la seule qui a fait des dosages de vitamine B12 dans des filets de poulets industriels. Et de mémoire, il fallait consommer 3 kg de poulet, 3 kg de filets de poulet par jour pour arriver à peu près à 5 microgrammes. Donc il y a aussi une affirmation protéine animale égale B12 qui est partiellement erronée. Protéine animale égale B12 pour des animaux qui sont produits en conditions relativement peu intenses, enfin, qui ont accès à des parcours extérieurs et aux bovins. Donc, c'est un point à garder à l'esprit. Ce qui veut dire que les flexitariens sérieux peuvent aussi être concernés par des manques de B12. Alors, si on a quelqu'un qui ne mange que du poulet parce que c'est une viande maigre, on peut se poser la question. Et puis, bon, je le signale, c'est hors sujet, mais ça peut vous intéresser quand même. Gardez à l'esprit que dans le cadre des traitements diabétiques type 2, la metformine est un médicament qui interfère énormément sur l'absorption de la B12. C'est très variable d'un individu à l'autre, mais il y a pratiquement 25% des patients traités à la B12 qui ont une absorption quasi nulle de vitamine B12. Donc c'est un point de vigilance si vous avez des patients dans ce cas. Le rôle de la B12, bon, on rappelle rapidement. Donc la B12, c'est de la cobalamine, qui est un coenzyme ou un cofacteur de nombreuses réactions physiologiques et surtout qui joue un rôle particulier dans la croissance et dans la croissance des cellules nerveuses avec des incidences qui ont été documentées sur les capacités cognitives des enfants qui est assez important. Donc, on a une exigence ou un besoin de B12 dès le plus jeune âge très important. Ensuite, comme j'allais dire, toutes les vitamines, une fois que la croissance est terminée, chez les jeunes adultes, on a une plage relativement tranquille où de toute façon, même en cas de carence, on ne verra rien. Et puis, on a une dégradation, une incidence qui augmente avec l'âge, avec une accélération globale de tous les processus de vieillissement, y compris des tissus nerveux.
Comment piloter les apports de B12? Donc, il y a un petit débat sur les formes moléculaires. Donc, la cobalamine est toujours associée à d'autres molécules dans sa forme initiale. Donc, on parle d'adéno, de cyanoco, d'hydroxo et de méthylcobalamine. Donc chaque vendeur défend sa solution en disant qu'elle est mieux, qu'elle est plus biodisponible, ceci, cela. Bon, globalement, bon, il existe les mêmes différences les mêmes différences d'arguments qu'entre deux vendeurs de voitures qui veulent chacun vendre leur solution. À la fin, les différences sont infimes. Elles sont toutes de toute façon très hydrosolubles, c'est ce qui finalement est le plus important. Et il n'y a aucun symptôme de carence ou de subcarence plus ou moins prononcé en utilisant telle ou telle molécule qui serait moins bien que sa petite copine. Nous, chez Argalis, on a choisi de travailler avec la cyanocobalamine parce que c'est d'une part celle qui est la plus recommandée par les fédérations véganes et qui a surtout l'avantage d'être la plus stable dans le temps. Donc, comme on parle de produits qui ont facilement 36 mois de durée de vie et qu'on est sur des dosages relativement faibles, ce qui nous importait, c'était qu'on soit sûr qu'au bout des 36 mois, on est bien les dosages annoncés. Et sur ce plan-là, la cyanoco est un petit peu mieux que ces hommes. Mais bon, c'est pas un sujet. Ce qui est important, il y a 3 choses à retenir sur la façon de concevoir les apports de B12, c'est que, il faut systématiquement surdoser les apports en prise quotidienne, car la JR officielle qui est à 2 microgrammes et demi est insuffisant. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et que la recommandation au quotidien, avec une prise au quotidien, c'est 10 microgrammes. En fait, les apports sont sous-évalués parce qu'on s'est aperçu, les autorités qui ont fait ces analyses sont aperçues que la partie, l'échantillon qui a été utilisé pour déterminer les apports était un échantillon d'omnivores qui avait évidemment déjà un apport de B12 significatif par la consommation alimentaire. Donc, quand il n'y a pas cet apport alimentaire, c'est bien 10 microgrammes, sans discussion. Ensuite, le deuxième point ultra important, c'est que l'hydrosolubilité de la B12 fait qu'elle est extrêmement facilement éliminée par les urines. Donc, dès qu'on s'éloigne de la prise quotidienne, il faut augmenter de façon exponentielle. Alors, la recommandation de base générale, c'est 1 gramme par, si la prise est uniquement hebdomadaire, c'est 1 milligramme, donc 100 fois plus. Nous, chez Argalis, on a une solution qu'on recommande avec 1 milligramme tous les 4 jours, 3 ou 4 jours, c'est-à-dire 2 gélules par semaine espacées. Et par ailleurs, le dernier point à considérer, c'est qu'il n'y a aucun risque significatif de fatigue rénale, car on est toujours sur des quantités minimales. On peut avoir de la fatigue rénale avec des surdoses de vitamine C à 1000 mg qui sont largement éliminées. Là, quand on élimine 1 mg de vitamine B12, ça n'est pas un sujet. Et la preuve, l'autre point à considérer, c'est que c'est la seule vitamine pour laquelle il n'y ait pas de dose journalière maximale qui soit définie par les autorités, preuve de l'innocuité dans tous les cas de figure des surdosages. Donc ça, c'était notre amie, la B12, donc la plus importante. Les oméga, donc la B12, on va dire 100%. 100% des végétariens doivent en consommer. Là, les 2 suivants sont très, très recommandables. Le DHA, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Le 3e, c'est l'iode, qui n'est pas présent dans les végétaux, sauf à consommer
des produits spécifiques qui sont soit des algues, soit du sel supplémenté en iode. Donc, on est dans tous les cas sur l'idée d'une supplémentation, soit par des produits plutôt naturels, soit par des compléments. Mais bon, l'iode, vous savez que c'est indispensable au fonctionnement de la thyroïde et il faut absolument complémenter. Ensuite, on a 4 mousquetaires qui à surveiller. Le premier, c'est le calcium. On va aller voir tout de suite pourquoi. Le second, c'est le fer. Le fer qui est, je dis, un cas particulier dimorphique, c'est-à-dire que les différences de besoins ou de situation entre les hommes et les femmes sont assez différents parce que le fer, les besoins en fer sont essentiellement proportionnels aux pertes sanguines ou aux besoins d'augmentation du volume sanguin donc pendant la croissance. Vitamine D, on en parlera un petit peu. Vitamine B9, on en parlera un petit peu. Donc, on va aller voir un petit peu la situation du calcium tout de suite, si vous le voulez bien. Pardon. Le calcium. Donc, calcium, en gros, les besoins en calcium, 1 gramme par jour. Très bien, donc on a les teneurs brutes en calcium qu'on peut avoir dans les légumes verts, c'est en moyenne 20 à 50 mg pour 100 grammes. On monte à plus de 150 mg pour les choux, les épinards. Les fruits secs, on est autour de 100 mg. Les fruits frais, 50-100. Les agrumes, c'est assez pauvre. Les céréales, c'est pauvre. Et par comparaison, dans le lait, on a 120 mg, donc à peu près des scores inférieurs à ceux des choux. Il faut vraiment aller avec des fromages à pâte pressée, donc densifiés, pour avoir des teneurs supérieures. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut se dire, calcium, on est cool. En passant sur les diètes végétales, on n'a pas de problème. D'autant plus que l'absorption réelle du calcium des végétaux est en général correcte, voire supérieure à celle des produits laitiers. On a 2 cas deux cas particuliers qui diminuent l'absorption du calcium. Le premier, c'est lorsqu'il est sous forme d'oxalate de calcium, qui est la forme qu'on trouve dans les épinards, où l'absorption est nulle, ou presque. Et lorsque le calcium est accompagné de phytate, qui est le cas des céréales. Donc, pour Monsieur Léon Guégan de l'INRA en France a calculé la biodisponibilité des différentes sources de calcium en donnant le score de 1 aux produits laitiers. Ce qui veut dire à peu près une absorption de 30% du calcium présent dans l'aliment. On voit que les choux ont une biodisponibilité supérieure à celle des produits laitiers. Et les épinards ont une biodisponibilité nulle. Donc, si on calcule un petit peu concrètement nos apports de calcium avec le chou, on a une teneur en calcium de 185 mg par 100 grammes. On sait qu'on a une absorption moyenne de l'ordre de 30%, mais une biodisponibilité supérieure à celle des produits laitiers. Donc, on corrige un petit peu. Ce qui veut dire qu'on a dans notre chou 70 mg pour 100 grammes, 70 mg de calcium pour 100 grammes de chou. Pas mal. Ce qui veut dire quand même que pour obtenir 1 gramme de calcium, il faut consommer 1,5 kg de chou par jour. Bonjour. D'où le besoin de diversifier. Donc, comment on fait avec le calcium en pratique? C'est qu'on passe, comme on l'a constaté, d'une situation théorique où la consommation paraît bien à une situation pratique où on ne sait pas trop ce qu'il en est. Ce qui est gênant, c'est que le calcium est un minéral ultra important pour la santé à long terme. Vous connaissez tous l'ostéoporose. Et que l'état de sous-nutrition légère en calcium est indétectable. Donc, nous, d'une façon pragmatique, ce qu'on recommande, c'est de maximiser les précautions avec au minimum 3 des 5 conseils suivants. Donc, le premier, c'est d'avoir une alimentation variée
est adapté avec des légumes verts. On exclut les épinards du calcul, on comprend plus pourquoi. D'utiliser les eaux de boisson comme source de calcium, c'est un moyen extrêmement simple et efficace d'apporter une grande quantité de calcium, mais il faut regarder dans le détail la composition des eaux. On a tout un gradient qui va de 500 mg de calcium par litre pour les eaux les plus riches qui sont Épar, Courmayeur et Contrex, qui sont malheureusement pas celles qui ont le meilleur goût en général. Mais à l'autre bout de la chaîne, pour nos amis belges, on est seulement à 4,5 mg par litre pour la Spa Rennes. C'est pas de sa faute, mais effectivement, le massif ardennais n'est pas du tout un massif calcaire, donc il n'y a pas de calcium dans l'eau. Dommage. Pour l'eau du robinet, toutes les régies locales sont capables doivent être capables de donner les teneurs en calcium. Donc, il faut absolument introduire le calcium des eaux dans le calcul du bilan. Les autres éléments importants pour la bonne assimilation du calcium, c'est des apports corrects en vitamine D et en vitamine K2. On peut également envisager une supplémentation directe avec 30 à 50% des AGR en cas de doute. Et dernier point non négligeable, c'est l'importance de l'activité physique sur la fixation du calcium. C'est quelque chose qui est très bien documenté, hein, et la preuve concrète, c'est la vitesse de récupération des sportifs après fracture à l'inverse de la population sédentaire. Donc, nous en sommes. Pardon. Donc, voilà pour le calcium. Le fer, on en reparlera un petit peu à la fin, parce que il faut que j'accélère. Vitamine D3, bon, elle est peu présente dans les végétaux, c'est vrai. On la synthétise avec une exposition au soleil. Donc, les besoins de supplémentation, c'est essentiellement sur les très jeunes enfants dès le premier mois. Et puis les adultes à considérer en fonction de l'état physiologique général, éventuellement en automne ou en hiver où on n'a pas d'exposition au soleil. En ce qui concerne la vitamine B9, il n'y a pas beaucoup de problèmes, même si les folates sont assez fragiles à la cuisson, mais il suffit de faire un petit peu attention. Il y a un point de vigilance aujourd'hui sur les femmes enceintes avant la grossesse et pendant les premiers mois de grossesse. Donc, il y a petit conseil de supplémentation dans ces cas-là. Pour les minéraux, le reste, on peut survoler. On a déjà dit que les plantes ne synthétisaient pas les minéraux. Donc, si vous voulez vous faire une petite idée, vous tapez dans Google carte des sols teneur en sélénium. Vous verrez, c'est documenté au niveau mondial. Il y a des régions où il y a suffisamment de sélénium dans le sol pour qu'il n'y ait pas de problème, et d'autres régions qui sont complètement carencées. Donc voilà, risque de carence, bon, non. Dans les pays développés, les carences totales sont rarissimes, mais à contrario, les subcarences sont nombreuses, quel que soit le type de régime. Effectivement, on n'a parlé que des relatives insuffisances des diètes végétales, mais si on fait la même analyse un petit peu critique sur les diètes omnivores, on aboutit à la même chose. Je regardais tout à l'heure, dans l'étude Esteban qui a été faite en France, montre que concernant la vitamine D, il y a seulement un quart des adultes qui ont des apports corrects, un quart des femmes qui sont en déficit pour le faire, 4 enfants sur 10 qui sont en déficit pour le faire, etc. etc. Donc nous, ce dont on parle ici, c'est d'avoir une alimentation la plus adéquate et la plus sécurisée possible, y compris sur tous les aspects de la micronutrition. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu. Donc, les populations qui nécessitent une surveillance accrue, c'est toujours les mêmes, hein, jeunes en croissance, femmes enceintes, seniors, et signes de carence sont souvent des signaux faibles peu perceptibles
donc difficile à remarquer. Bon, les cheveux et les ongles sont de bons marqueurs de carence, de subcarence protéique et en vitamine du groupe D. Sinon, bah, fatigue chronique et fourmillement, et malheureusement, c'est très peu discriminant. La supplémentation selon les profils, bon, bah, on retrouve, enfin, ce qui est certain, c'est que les besoins nutritionnels ont un socle commun très important sur le plan qualitatif. On introduit toujours bah, les mêmes différences, âge, sexe, activité physique, phase de la vie. Donc, rien de. Donc, hormis pour les très jeunes, bah, on est tout globalement sur des dosages en fonction du poids corporel à peu près. Et pour les micronutriments, bon, on a aujourd'hui un cadre réglementaire et scientifique qui est extrêmement bien défini, avec les notions d'AJR, de dose journalière maximale, de limite supérieure de sécurité. On a des choses qui sont très bien documentées pour tous les types d'âge, etc., etc. Donc, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il y a quelques années, notamment aux États-Unis, il y avait un grand débat sur les vertus des doses massives de vitamines. Bon, plus personne, enfin, tout le monde s'est aperçu que c'était une hérésie. Donc, on est sur un cadre très, très cohérent et très partagé par tous. Donc, la gamme Argalis, la gamme Argalis, c'est ça. Donc, on aura le temps voilà, on fait ce genre de petits produits. Donc on essaie de faire une gamme qui soit cohérente, intelligente, et puis un petit peu en phase avec nos valeurs et puis notre compréhension de la micronutrition. Donc on essaie d'avoir des formules qui soient de préférence à 100% des AJR pour les actifs qu'on revendique, avec très peu d'additifs. Donc c'est pour ça qu'on est en gélule. Une gélule, c'est à peu près, on a besoin de 5% d'additifs à peu près pour assurer la fluidité des poudres. On n'utilise que de la fibre d'acacia et du cendri. Et ce que je mettais évidemment à l'inverse des comprimés ou des gummies qui, eux, contiennent dans tous les cas de figure plus de 50% d'additifs. Voilà, on va passer vite parce que ce n'est pas le principal. En synthétisant, les 4 informations clés de cette présentation, c'est premièrement, la végétalisation de l'alimentation, ce n'est pas une révolution, mais plutôt un retour à une pratique raisonnable à tout point de vue, sur le plan santé, écologie, philosophie. Le deuxième point très important, on ne l'a pas trop dit, mais il faut bien le garder à l'esprit, c'est même avec une pratique empirique et imparfaite, les fondamentaux santé des végétariens sont meilleurs que ceux des omnivores gloutons et surtout ceux des omnivores consommateurs de produits ultra transformés. Donc il faut renverser un petit peu leur tendance en disant que les diètes végétales posent problème. Non, c'est pas. Il y a quelques points de vigilance, mais ce qui pose problème, c'est l'alimentation moyenne générale actuelle. Les aliments ultra transformés sont exclus de cette démarche positive. Même s'ils sont véganes, ils sont délétères pour la santé comme les autres. Ils ont les mêmes teneurs en additifs, en conservateurs, etc. Donc, quand on parle d'alimentation végétale, on parle d'alimentation à base de végétaux peu transformés. Les points de vigilance nutritionnelle dans une conversion végétale sont limités, facilement sécurisés, avec un contrôle du poids, masse maigre régulier, de la B12 systématique et les quelques autres micronutriments qu'on a évoqués, faciles à supplémenter. On pourrait toujours imaginer on peut les apporter aussi par l'alimentation, à estimer si c'est plus facile par l'un ou par l'autre. Donc, on vous rappelle le niveau sur le plan micronutritionnel. Donc, on a bien la vitamine B12 toute seule dans la catégorie indispensable obligatoire. Dans la catégorie très conseillée car déficitaire en pratique, DHA et iode pour tout le monde. Fer à considérer pour les femmes adultes et les jeunes en croissance. À évaluer calcium et vitamine D selon la façon dont j'en parlais. Et tous les autres, après, on est sur des sécurisations de confort. J'en ai terminé. Je voulais vous présenter quand même quelques autres informations. On a fait presque le tour, mais la première, c'était quand même de regarder dans la réalité quelle est
la nature, la consommation exacte des véganes par rapport aux omnivores. Donc là, j'ai utilisé deux études qui sont l'étude EPIC d'Oxford, qui a eu le mérite d'avoir 65 000 personnes dans sa cohorte pendant 2 ans, donc, dont 18 000 véganes, donc ça fait des quantités significatives. Et l'étude de Peter Claris, qui date un peu, mais qui est de l'Université de Bruxelles, et qui porte sur un nombre inférieur de personnes, mais avec des conclusions similaires. Donc, regardons Oxford, protéines, donc on a les véganes d'un côté, les consommateurs de viande de l'autre. Donc, vegan, on est à 96 grammes par jour. On disait tout à l'heure que les besoins quotidiens de protéines se promènent entre 60 et 80 grammes. Donc, ça montre bien qu'on a une marge de sécurité qui est assez confortable, qui permet de s'affranchir des problèmes de profil d'acides aminés, puisqu'on a, on a 20%, 25% de protéines en plus que les besoins objectifs, donc ça va. Consommateur de viande, on savait qu'il consommait trop de protéines, donc c'est confirmé. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, les fibres, la consommation de fibres est bien supérieure chez les végans. La recommandation, ou l'objectif de l'OMS, c'est 30 grammes de fibres par jour. On y est chez les végans, on n'y est pas chez les consommateurs de viande. La B12, donc je suppose que c'est la B12 hors supplémentation. On est là, évidemment, on est à 0, puisqu'on est à un demi-microgramme, alors qu'il en faudrait 10. Donc là, on est en zone de danger. 7 microgrammes de B12 chez les omnivores, ça va. Calcium, on est un petit peu en dessous quand même aussi pour les véganes. On retrouve exactement la même hiérarchie dans l'étude de Bruxelles, donc avec une consommation de protéines végétales suffisante et inférieure à celle des omnivores, une consommation de fibres supérieure et très très bien, un niveau de calcium un peu faible, et puis je vais vous parler du fer ensuite, puisque là on a l'impression que le fer, les apports de fer sont satisfaisants, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le calcium, on n'en parle pas, mais le fer, on en parle. Donc le fer, globalement, le fer est très très bien recyclé par l'organisme, ce qui explique que les besoins en fer soient pratiquement limités aux pertes sanguines et aux besoins de croissance, puisque la croissance égale une augmentation du volume sanguin. Ce qui explique que les besoins en fer sont essentiellement pour les jeunes en croissance, les femmes enceintes, pour les besoins du fœtus, les pertes sanguines, dont les pertes menstruelles, et puis, accessoirement, les sportifs qui voudraient maximiser leur capacité aérobie. Là où ça se complique, c'est que le fer, sur le plan alimentaire, le fer, on distingue le fer d'origine sanguine animale du fer d'origine végétale, puisqu'ils ne sont pas tout à fait différents. Ils sont différents, excusez-moi. Donc le fer d'origine animale, il est accompagné de 2 électrons, donc il est noté F2+, donc c'est le fer ferreux, qui est relativement bien absorbé, et malheureusement le fer d'origine végétale, c'est un fer ferrique, Fe3, qui est beaucoup moins bien absorbé. Beaucoup moins bien, ça veut dire qu'il est absorbé dans une proportion de 2 à 15% maximum des quantités ingérées. Donc c'est là où, même lorsqu'on a des besoins végétaux, des apports de végétaux assez importants, on ne sait pas trop bien ce qu'il en advient dans l'absorption réelle. Donc ce qu'il faut faire avec le fer non aminique, le fer végétal, c'est l'accompagner par des boosters, enfin des éléments qui vont améliorer son absorption, et notamment la vitamine C. La vitamine C, lorsqu'elle est ingérée en même temps que le fer, permet de transformer le fer ferrique en fer ferreux et donc d'augmenter son absorption. Donc, ça reste toujours un point de vigilance. Donc, il est raisonnable, dans les diètes complètement végétales, de faire des bilans sanguins réguliers pour voir où on en est. C'est pas uniquement le bilan alimentaire est une information insuffisante, globalement.
Les protéines, on en a parlé. Qu'est-ce qui nous reste? Ben rien. On a fait le tour à peu près de ce que je souhaitais vous dire. On a un petit peu débordé du cadre de temps, mais voilà, je suis à votre disposition. Super, ben, merci Pascal pour cette présentation, c'était super intéressant. Du coup, ben, avant de passer aux différentes questions, parce qu'il y en a pas mal dans la rubrique dédiée, je vais vous présenter du coup Compliment Pro. Hop, je vais passer quelques slides. Voilà. Du coup, pour rappel, Compliment Pro, c'est une plateforme qui va vous permettre de faciliter vos recommandations de compléments alimentaires. Donc, ça va vous permettre de recommander des compléments alimentaires de différents laboratoires à vos patients et sur une même et seule plateforme. Et donc, vous retrouverez d'ailleurs les produits de chez Argalis. Alors, je vais juste partager mon écran pour vous présenter la plateforme Compliment Pro. Donc, pour rappel, Compliment Pro, c'est un outil gratuit qui est dédié uniquement à tout professionnel de santé. Et donc, oups, le partage d'écran. Voilà. Alors, donc quand je me connecte, évidemment, l'objectif, c'est de créer une recommandation sur Compliment Pro. Donc, vous cliquerez sur Créer une recommandation. Vous sélectionnerez votre client et vous lui ajouterez des produits. Alors, comme je l'ai dit, on a Argalis sur Compliment Pro. Vous pouvez également chercher les produits via la barre de recherche. Si par exemple vous cherchez du collagène, vous retrouverez le collagène vegan de chez Argalis. Vous pouvez aussi également travailler par objectif santé. Et vous pouvez aussi également choisir les différents labels, par exemple le vegan. Et vous pourrez aussi inclure ou exclure des ingrédients si par exemple vous n'êtes pas pour certains excipients. Ensuite, je vais ajouter certains compléments alimentaires de chez Argalis. Vous pouvez également aussi, par exemple, regarder la fiche. Donc, par exemple, au niveau des oméga 3 de chez Argalis, vous avez tout le détail avec les formulations, la posologie et les contre-indications. Et une fois que vous avez fini de faire la recommandation, vous allez pouvoir avoir un tableau récapitulatif des apports, notamment voir l'addition ici des différents compléments alimentaires. Vous pouvez également du coup modifier l'instruction de la prise si vous souhaitez pour votre client 1, 2 capsules ou plus chaque midi, matin et soir, ou alors pendant plusieurs mois. Vous pouvez également joindre un fichier, un conseil au niveau de l'alimentation, et ensuite vous envoyez la recommandation à votre client. Votre client, du coup, le reçoit dans ses mails et dans ses SMS, et lui recevra un lien que je vais d'ailleurs vous présenter. Donc lui va pouvoir encore modifier sa recommandation, supprimer ou ajouter des produits. Et ensuite, il continuera vers le paiement. Il a même l'occasion de payer en 3 fois sans frais. L'avantage pour vous sur la plateforme, c'est évidemment que vous pouvez suivre toutes vos recommandations. Ça permet tout simplement une meilleure adhésion thérapeutique. Le statut va passer de envoyer à acheter une fois que le patient aura acheté sa cure. Ensuite, aussi, si vous souhaitez regarder de nouveau le webinaire avec Argalis, vous pouvez également aller dans l'académie et vous retrouverez le replay avec les différentes slides présentées. Ensuite, évidemment, vous avez différentes fonctionnalités sur la plateforme qu'on pourra vous présenter lors d'une présentation si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous. Ma collègue, d'ailleurs, va y mettre le lien de prise de rendez-vous. Alors, je vais continuer le slide. Alors pour rappel, ouais, j'ai oublié la partie bibliographique. Si on peut revoir une dernière slide, ouais. s'il vous plaît. Sinon, on va regarder les questions. Oui, je voulais, alors, plutôt que vous faire une 25 pages de bibliographie, je voulais simplement partager avec vous les origines principales que j'utilise au quotidien, sachant que trouver des sources fiables dans la jungle d'Internet n'est pas si facile.
La manipulation la plus fréquente des publications commerciales consiste à n'utiliser qu'une partie des informations disponibles pour soutenir une thèse orientée. C'est les 3 premières pages de Google sont en général remplies d'articles qui sont fabriqués comme ça. Pour donner un exemple très général, donc si on parle du micronutriment X dans les formes Z, on va avoir 2 études positives, 2 études négatives et 5 qui ne concluent rien. Bon, bah, l'article qui va faire la promotion de la forme Z va utiliser uniquement les 2 études positives. Donc, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick et ça crée beaucoup de confusion. Donc, moi, on essaie toujours de retrouver les publications scientifiques de base. Donc, il y a 3 sources qui sont bien. Il y a la bibliothèque médicale américaine, hein, qui est ici, où on a pratiquement accès à toute la littérature scientifique mondiale en anglais. Et puis, il y a pour les parties françaises, il y a deux sites qui sont des émanations du CNRS, avec des navigations assez compliquées, mais pareil, qui permettent d'accéder pratiquement à toutes les thèses qui sont faites en français, plus tous les articles scientifiques. Donc, il y en a une qui s'appelle AL Science, et puis il y en a une plus récente qui est de chez Dumas, comme ça. Ensuite, bah, pour les sites des agences de santé sont quand même relativement bien documentés, pareil, avec des navigations fréquemment difficiles. Mais bon, donc il y a au moins l'EFSA, vous avez les sites belges et français. J'aime beaucoup les publications canadiennes qui sont disponibles toujours en français et en anglais, bien sûr, et qui sont assez pragmatiques et pédagogiques. Pour tout ce qui est de l'agriculture, de la physiologie végétale, de l'alimentation, le site de base en français, c'est le site de l'ex-INRA qui s'appelle maintenant INRAE, qui résume tout le travail scientifique qui est fait dans ce domaine-là en France. Des sites consacrés à l'alimentation végétale non polémique et avec un certain nombre de nuances. Il y a l'ONAV en France qui est une organisation indépendante qui fait un boulot correct. Il y a une source végétale canadienne qui s'appelle VG Montréal qui est pas mal faite. Moi, au quotidien, il y a un livre qui vient de paraître, qui est assez volumineux, qui s'appelle Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, qui est assez intéressante parce que très bien documenté et également très nuancé. Donc on peut se faire à la fois sa propre opinion parce que c'est un auteur qui compile le pour, le contre, qui essaie d'avoir une opinion juste, donc c'est assez agréable. Si vous voulez une thèse sur les protéines végétales, il y a celle-ci qui est pas mal faite, qui est pas du tout, qui est aussi extrêmement nuancée. Donc, voilà ce que je voulais dire en plus. Ok, merci pour cette référence. Je vais juste terminer, puis après on passera aux questions du coup. Ouais. Complément pro, c'est en résumé un accès à un large choix de compléments alimentaires. Donc, on compte plus de 30 laboratoires, pardon. Ceux-ci permettent de recommander de manière simple et personnalisée des compléments alimentaires à vos clients et alors, comme je l'avais dit, assurer de l'adhésion thérapeutique. Alors, du coup, comme je disais, on a plus de 30 laboratoires sur Complément Pro, dont Argalis. Et alors, pour rappel, la plateforme est 100% gratuite pour tout professionnel de santé. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ma collègue l'a noté un petit peu plus haut, le lien. Donc, voilà. Et alors, ensuite, vous pouvez vous inscrire dès à présent pour nos prochains événements. Donc, en septembre, on a un webinaire dont le sujet est renforcer votre vitalité pour une rentrée et une automne sereine, le 15 du 9, et alors les besoins nutritionnels spécifiques du sportif, le 21 du 9. Donc voilà, on va passer maintenant aux questions. Je ne sais pas si Pascal, vous avez eu le temps de regarder un petit peu les questions. Oui, alors je déroule un petit peu là. Complément voulait dire consommer des aliments considérés. Je propose que je pose une question et puis vous y répondez. On peut Oui, faire si comme vous ça. voulez, ouais. Alors du coup, une personne qui a peu d'acidité gastrique, voire qui prend des IPP, va potentiellement avoir une carence ou déficit en calcium. Non, avec le carbonate, oui, c'est vraisemblable. Il y a des formes un petit peu plus absorbables, un petit peu
glycinate, avec des associations plus fragiles. Le carbonate de calcium est une association assez forte, donc il faut quand même une exposition assez forte à l'acide pour bien casser les liaisons. A priori, avec des formes un petit peu moins solides, on doit y arriver, puisque l'objectif, c'est que le calcium arrive dans l'intestin à peu près libre de ces chélates, de ces molécules accompagnatrices. Donc, après, on reste dans le domaine nutritionnel classique. Moi, j'essaie de faire de mettre une barrière assez importante avec tout ce qui concerne les pathologies et les prescriptions médicales. Chacun savoir rester à sa place, quoi. Mais globalement, il y a des formes. La réponse est qu'il y a des formes plus facilement absorbables que le carbonate de calcium en cas de déficit de production d'acide gastrique. C'est sûr. Ok, merci. Alors, quelles sont les algues riches en DHA et exemptes de métaux lourds? Ah ben, les métaux lourds. Alors, les algues riches en DHA utilisées pour autorisées en Europe pour la production de DHA, il y en a une seule, qui s'appelle le Schizochytrium. Métaux lourds, c'est l'ensemble des métaux lourds qui sont définis par le législateur, donc cuivre, plomb, je peux les chercher si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? Mercure, plomb, cuivre, mercure, il doit en manquer un. Non, attendez, je vais trouver ça. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est documenté? Non. Oui, bah, c'est ça. Okay. Plomb, oui. Plomb, mercure, cadmium et cuivre. Ok. Donc, ce qui se passe sur les métaux lourds, ce qui se passe pour être que tout le monde comprenne bien, c'est que les métaux lourds, il y en a dans les mers d'une façon assez inégale. La situation la pire documentée aujourd'hui dans le monde marin, c'est la mer Baltique, où aujourd'hui même la consommation des harengs de la Baltique est fortement déconseillée. La Baltique est une mer fermée très peu profonde avec des, des énormes populations sur ses rivages et donc des niveaux de pollution super importants. Euh, L'Atlantique Nord est quand même pas mal chargé également, le Pacifique beaucoup moins par exemple. Donc quand on prend des poissons issus de ces zones, on a déjà une teneur en métaux lourds qui est assez différente de l'une à l'autre. Ensuite, lorsqu'on produit à partir de ces poissons, si on les consommait, enfin, si on leur demandait d'avoir les normes de métaux lourds légales pour les huiles, ils seraient pratiquement inconsommables. Pour produire une huile riche en oméga 3 à partir des poissons, il faut faire subir à l'huile au moins deux purifications de façon à éliminer les métaux lourds pour arriver aux seuils légaux qui sont définis. Le gros avantage des algues, enfin du Schizochytrium, enfin au moins pour le moins celui qu'on utilise nous, c'est que c'est une algue qui est produite en réacteur en France, dans la région de Bordeaux, donc on est dans des cuves en inox et évidemment nourri à l'eau claire. Donc on a il n'y a pas de métaux lourds qui sont présents dans le milieu de culture des algues, donc les algues sont globalement exemptes de métaux. Il reste toujours des micro-traces, mais enfin, c'est pas le sujet. Et alors le seul inconvénient un petit peu du Schizochytrium, c'est que c'est une algue qui est riche en DHA, mais pauvre en EPA. Ouais, exactement. Ok, merci. Alors, Céline, quelle est la solution pour les diabétiques prenant de la metformine par rapport à la B12? Enfin, de toute façon, la première chose, c'est de demander au médecin de piloter des tests sanguins
de façon régulière. Donc après, soit l'étape simple, c'est d'avoir une supplémentation en vitamine B12. La situation globalement, hein, je vous cite de mémoire, c'est que il y a 25% des patients sous metformine qui n'ont pas de problème du tout, enfin qui ont une absorption assez normale de la B12. À l'autre bout de la chaîne, il y a 25% qui ont pratiquement rien, et puis on a le gradient entre les deux qui absorbe mais moins bien. Donc pour la partie médiane qui absorbe moins bien, si on augmente les doses de B12, il en reste plus. Donc pas de problème. Enfin, il suffit une supplémentation alimentaire peut suffire. Pour les populations qui n'absorbent absolument rien, on ne sait pas trop quel est le mécanisme. Est-ce que c'est une interférence avec le facteur intrinsèque, etc. Je ne suis pas compétent pour répondre. Donc, dans ces cas-là, il faut vraisemblablement envisager une supplémentation médicale à base d'injections directes et des choses comme ça. Donc, tout dépend du niveau de gravité. La première des choses, c'est de savoir pour chaque personne quel est son statut. Est-ce qu'il fixe, est-ce qu'il fixe pas? Ou est-ce qu'il fixe un peu? Une fois qu'on sait ça, c'est au médecin de piloter la stratégie de correction, mais le fondamental, c'est de savoir effectivement chaque personne réagissant différemment, c'est de connaître le statut du patient. Ok, merci. Alors, Violaine, vous n'avez pas mentionné le zinc, il est largement présent dans les végétaux, mais les besoins des végétariens végétaliens sont majorés en raison de la présence importante de phytates qui en réduisent l'absorption. Quel est votre avis sur l'intérêt d'une complémentation? Oui, bah, je voulais pas pousser ni le bouchon trop loin, ni dérouler l'ensemble des vitamines et minéraux. Effectivement, ben, on a évoqué l'impact des phytates sur le calcium. En fait, l'impact des phytates, il est un petit peu sur tous les minéraux. Donc je voulais pas compliquer la chose puisque et je ne voulais, enfin, ouais, je voulais qu'on ait une vision claire sur les plus importants. Après, ce qui est certain, c'est que bah, nous, quand on formule des multivitamines, des minéraux, il y a évidemment toujours du zinc, etc., puisque ce ne sont pas des supplémentations compliquées à faire, c'est des petites quantités avec des ingrédients faciles à travailler. Donc, ça fait partie, je dirais, de la systématisation. Enfin, j'ai parlé en dernier cours d'un volet de micronutriments qu'on peut sécuriser, mais qu'on peut retrouver dans l'aliment. Le zinc, c'est typiquement ça. Il y en a dans l'alimentation classique, on peut sécuriser avec un peu de supplémentation sans problème, mais c'est pas un sujet central particulier. Ok, ok. Merci beaucoup. Et alors, je vais poser les dernières petites questions parce qu'on dépasse le temps. Ouais. Mais J'ai Julia vu qui une dit... question qui Oui, disait est-ce qu'on a. allez-y. Ah ben, il y avait une question qui disait dans la gamme Argalis, est-ce qu'on peut avoir un seul produit qui fasse Ouais, tout? c'est ça. Mhm. Ouais. Alors la réponse est presque, mais pas tout à fait. En fait, on a deux formules. Enfin, on a une formule multivitamines et minéraux qui est vraiment conçue pour un usage quotidien très adapté. C'est-à-dire avec 10 microgrammes de B12, un renfort en vitamine D, très adapté pour les femmes enceintes, on a abaissé le niveau de vitamine A de moitié, et c'est uniquement du bêta-carotène et puis du rétinol, etc., avec la vitamine D, E, H sous forme naturelle, etc. Donc ça, c'est une très bonne base. Et à côté, ce qu'il faut prendre, enfin ce qu'il faut dans la logique de ma présentation, c'est prendre du DHA. Évidemment, DHA, c'est une capsule huileuse qu'on ne peut pas techniquement mettre avec les autres vitamines. Mais quand on a les deux, on a une couverture très très correcte des besoins micronutritionnels si puisque enfin on a également de la vitamine K2 et D3 dans le multi, donc on se donne les moyens de bien fixer le calcium, etc. Donc avec ces deux produits au quotidien, on est bien sécurisé sans problème. Ok, merci.
Et alors, je posais la dernière question de Violaine. Pourquoi considérez-vous comme un point faible le fait que l'algue Schizochytrium soit pauvre en EPA, puisque vous disiez précédemment qu'un végétarien ou un végétalien peut couvrir ses besoins en EPA grâce à des apports en ALA? Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui prennent pas 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, donc ça serait. Alors il existe une huile, enfin il existe une source de DHA d'algues Schizochytrium qui produit plus de PA, mais c'est une algue qui est produite par la société DSM, mais c'est une algue OGM, donc nous on n'a pas voulu l'utiliser. Ça serait plus simple d'avoir des capsules de PA, enfin de PA DHA en disant bah, vous pouvez vous contenter de consommer de l'huile d'olive et vous n'avez pas besoin de prendre l'huile de colza, mais pour l'instant la situation est celle-là. Donc effectivement, pour les gens qui prennent de l'huile de colza, les apports en EPA sont toujours suffisamment corrects. Ok. Ben, super, on est arrivé à la fin des questions. Donc voilà, je ne sais pas si Pascal, vous voulez encore rajouter quelque chose. Bah, non, je voulais remercier tout le monde pour la participation. Bon, on est allé très très vite, mais je dirais l'important, c'était pour moi comme je l'ai dit au départ, d'objectiver et de dépassionner un petit peu le débat, de donner une vision claire sur les points de vigilance, parce qu'ils existent. Si on avait Mhm. fait je dirais, la même analyse critique sur les diètes omnivores, on aurait eu encore plus de recommandations que celle-là. Donc, il faut en être conscient. Aujourd'hui, ce qui est préoccupant sur le plan de la nutrition, c'est l'augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés, notamment chez les jeunes. Donc, nous, enfin, en tant que je dirais, tous les professionnels de l'alimentation, de la nutrition doivent être bien conscients et faire tout ce qu'ils peuvent pour ramener une consommation qui soit plus proche je dirais, des aliments peu transformés et naturels, parce que l'impact santé maintenant est bien connu, on le sait tous. Et puis, D'accord. Ben, voilà. oui. Et puis n'hésitez pas, bah, si, enfin, on a aussi un site Argalis avec lequel il est possible d'échanger. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on essaiera de partager ce qu'on sait. Super. Ben, merci à tous. Merci Merci à beaucoup. vous, Pascal, et à la prochaine. Bonne Bon journée. après-midi à tout le monde. Au Au revoir. revoir.